Bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Ça va. Bon, merci en tout cas. Un peu sonné par les déclarations du président de la République, mais ça va. Ben, on va en parler justement. Merci en tout cas, maître, d'accorder votre réaction à Putsch. Hein. On répète qui vous êtes. Vous êtes pratiquement plus de 2400 en ligne. Merci beaucoup de suivre le live de Putsch ce matin pour une spéciale allocution du chef de l'État. Maître, vous êtes avocat du collectif de plus de 600 médecins qui a porté plainte sur cette histoire de masques et autres. On avait envie d'avoir votre réaction sur le discours du chef de l'État et ensuite vous nous parlerez de la procédure en cours et de ce qui se passe de votre côté. Maître, votre réaction sur le discours d'Emmanuel Macron, l'avez-vous trouvé satisfaisant et convaincant, maître? N'est pas Churchill qui veut. Nous avons une guerre, paraît-il, mais dans cette guerre, il manque un discours de guerre et un chef de guerre. Nous avons un discours de petit chef, de petit fonctionnaire, qui effectivement ne sait pas ce qu'il dit, n'a aucune connaissance de la réalité du terrain. Il explique effectivement qu'il a commis des erreurs. Bon, je suis ravi que le chef de l'État considère que ne pas avoir de masque et exposer des centaines de milliers de praticiens est une erreur. Moi, j'appelle ça une faute pénale, mais lui appelle ça une erreur. C'est la différence entre lui et moi. C'est que moi, j'ai le sens des mots, pas lui. Lui appelle ça une guerre, moi, j'appelle ça une épidémie. Lui, effectivement, considère qu'avec des mots, on peut régler la crise. Moi, je considère qu'il nous faut des masques, des protections et une stratégie. On n'a ni l'un ni l'autre. Et c'est pas hier soir qu'on a eu effectivement un éclairage à ce sujet. Oui, donc vous êtes très dur hein, là-dessus. D'ailleurs, le chef de l'État a employé nous comme nous avons vu des failles, nous avons constaté des failles. Finalement, on a l'impression que le chef de l'État se met avec nous, pratiquement sur le canapé, et à constater les failles, et que maintenant il va prendre les choses en main. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je fasse un câlin? Parce que je veux dire là, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il se met avec nous sur le canapé, pourquoi faire? Il veut un câlin, il veut que je lui dise, mon garçon, ne vous inquiétez pas, ça ira, on comprend, hein, pas de problème. Vous avez effectivement géré ça comme de la merde. Vous avez envoyé des centaines de milliers de gens au front, comme vous dites, sans masque, sans protection, les surexposant. Vous n'avez aucune stratégie de lutte contre le virus. Vous n'avez même pas de test. On est l'un des derniers pays du monde à tester et vous voulez effectivement m'expliquer que vous avez fait des erreurs et que dès lors, un petit peu maintenant, il faudrait que je sois un peu compassionnel avec vous et que je vous caresse la tête en disant non, mais enfin, écoutez, monsieur le président, on comprend, hein, c'est dur la fonction de président. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, cette épidémie, tout le monde la connaissait, tout le monde a vu venir. Vous vous souvenez de la problématique de Buzyn, tout le monde savait, tout le monde. Et personne n'a réagi. Regardez, on nous a refait le coup. Là, des masques encore. On nous a expliqué qu'on nous les a commandés, les masques. J'ai redéposé une plainte ce matin, moi, contre Olivier Véran. Je vous l'ai envoyée. Oui, mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas encore diffusée, cette plainte. Vous êtes les premiers à l'avoir. Merci beaucoup, maître, pour votre confiance. Parce que vous verrez que j'ai un mail quand même dans cette. Vous allez voir, il y a un mail, il y a une pièce, un mail d'un de ses amis à Olivier Véran avec un échange de SMS qui dit mais moi j'ai des masques, je peux les avoir les masques. Un de ses amis. Qu'est-ce que répond Olivier Véran? Est-ce qu'il prend le temps de le rappeler? Non. Il lui dit très bien, écris au secrétariat du gouvernement ce qu'il a fait et il n'a pas eu de réponse. Bon, à un moment donné, donc ça suffit quoi. On arrête de nous prendre pour des ânes. Maître, c'est une plainte qui a été déposée, ça, hein? Oui, qui est déposée aujourd'hui. D'accord, si vous voulez justifier, Olivier Véran on avait fait le choix de ne pas déposer de plainte contre Olivier Véran. En disant, bon, moi, j'ai aucun élément, je ne suis pas là pour déstabiliser l'action de l'État, je n'ai aucun élément contre Olivier Véran, les choses ont un peu changé. Parce que d'abord, on lui a dit, bon, écoutez, monsieur Véran, très bien, vous nous avez dit que vous avez commandé les masques, votre directeur général de la santé nous dit autre chose, on n'y comprend plus rien dans les dates, alors donnez-nous la preuve, la sommation interpellative qu'on avait délivrée, donnez-nous la preuve que ces masques ont bien été achetés, commandés, c'est un droit qu'on a à la communication, à partir de là, il n'y a plus de problème. Si vous les avez commandés, bon, on s'en débrouillera. Aucune réponse. On a saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU à titre de médiation, aucune réponse. Bon, c'est que M. Véran n'a pas commandé les masques. C'est que M. Véran a dû commander les masques il y a une semaine, mais comment vous expliquez que M. Estrosi, hier, a fait débarquer 23 tonnes de matériel médical, là où M. Véran n'est pas capable, effectivement, d'en faire débarquer ne serait-ce qu'une tonne. Comment est-ce que j'explique ça? Alors qu'on rappelle que Jean-Yves Le Drian, effectivement, a dit que des masques arriveraient fin juin. Donc mais vous vous rendez compte un peu, là? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit, là? Mais vous vous rendez compte un peu, quand même, pardon, hein, mais à un moment donné, de ces types, quoi. Le type, il est capable de vous dire qu'on est en pleine pandémie, qu'on va déconfiner tout le monde le 11 mai, mais que les masques, ils arriveront après. C'est quoi? C'est Lucky Luke et la cavalerie? Ils arrivent après la bataille? Non, mais il faut arrêter 5 minutes. On est sur un échec total à la fois de stratégie
On est sur une communication avec une roue libre. Regardez, j'ai un exemple. Le ministre de l'Agriculture qui vous explique qu'il faut réouvrir les marchés maintenant. Il y a 3 jours là. La semaine dernière, l'association des marchés ou je ne sais plus quoi a fait un recours devant le Conseil d'État à cette fin qu'ils ont perdue. Le ministre s'y est opposé. La semaine dernière, le ministre s'y oppose. Cette semaine, c'est le ministre de l'Agriculture qui dit qu'il faut réouvrir. Il n'y a plus de pilote à bord de l'avion. On va se cracher parce qu'il n'y a plus de pilote à bord de l'avion. Coup de bol, le pilotage automatique fonctionne pas trop mal pour l'instant parce que les soignants de ce pays sont des gens hyper responsables. Mais je veux dire, ils tiendront pas comme ça. Allez me déconfiner le 11 mai et me mettre des bombes de contamination dans la nature et on va repartir comme en 40. C'est le cas de le dire d'ailleurs. On va repartir avec effectivement un échec total, une bérésina, une surcontamination. C'est n'importe quoi ce qui est en train d'être fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent, maître, les médecins que vous représentez? C'est simple. J'imagine qu'ils sont opposés au 11 mai. Alors, j'étais en ligne avec eux juste avant vous. C'est simple. Ils vont faire paraître cet après-midi un communiqué de presse, eux, à titre personnel, pas mon cabinet, mais eux, dans lequel ils vont dire que si le déconfinement intervient réellement le 11 mai dans les conditions dans lesquelles le président de la République l'a poursuivi, il sera responsable de la mort de centaines de milliers de personnes et il devra en rendre compte. Son gouvernement devra en rendre compte pénalement parce que dans ces cas-là, il y aura une volonté clairement de mener à la mort des centaines de milliers de gens. C'est ça qu'ils disent. Ils disent remettre des adolescents, des enfants qui sont des porteurs sains dans la nature, alors qu'on a expliqué dans l'Oise qu'il fallait fermer les écoles, à Strasbourg, enfin à Mulhouse, qu'il fallait fermer les écoles parce que justement, on a encore les articles de presse, c'était des bombes à contamination. Aujourd'hui, on les remet dans la nature sans aucune précaution et on vous explique qu'on ne les testera pas. On ne testera que les malades. C'est un contresens médical le plus absolu et il faudra à un moment donné que le gouvernement ait la conscience étroite devant l'opinion qu'il aura du sang sur les mains et le sang de toutes les victimes passées, mais même à venir, et qu'il dit qu'il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît rien du tout. Il persiste et signe. Mais il y a un conseil scientifique, on imagine que le conseil scientifique a mené sa pierre à cette décision. On imagine qu'Emmanuel Macron, parce qu'il en revient toujours au conseil scientifique avec Édouard Philippe et Olivier Véran. Alors moi, je vais vous dire 2 choses. D'abord, je ne fais pas confiance à un gouvernement de menteurs. Ce sont des menteurs. Le conseil scientifique, je vous l'ai expliqué déjà, le 12 mars pour les municipales, a dit ouais. Moi, je suis quand même, c'est pas mon boulot de dire s'il faut tenir les municipales ou pas. Et on s'appuie sur le conseil scientifique. Ensuite, moi, je vais vous dire, quelque part, c'est leur problème. Si le conseil scientifique a envie de mener à la mort des milliers et des centaines de milliers de gens, c'est son problème. Si le conseil scientifique je ne sais pas ce que le conseil scientifique a conseillé pour le coup, mais si le conseil scientifique a conseillé de lâcher des adolescents dans la nature et de venir tester des malades et pas des porteurs sains, c'est qu'on a une irresponsabilité à tous les niveaux de l'État et il appartiendra au juge de décider qui fait quoi. Mais à un moment donné, si vous voulez, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ma responsabilité d'avocat, c'est de faire des procédures. La responsabilité de mes clients qui sont médecins, c'est de dénoncer publiquement les incuries scientifiques, médicales qui sont à l'origine de la décision du gouvernement. Et après, chacun prendra ses responsabilités. Alors, j'ai envie de vous poser la question aussi, quel est le protocole qui serait mis en place par les médecins que vous représentez? C'est quoi? C'est à base de tests, de masques FFP2, plus longtemps, on déconfine fin mai, début juin? Alors, d'abord, il est très clair qu'il faut effectivement une stratégie de déconfinement. Je ne comprends pas, je croyais qu'on avait nommé un type pour ça. Jean Castex, qui est d'ailleurs quelqu'un de brillant. Jean Castex, qui est par ailleurs quelqu'un de brillant, au parcours tout à fait brillant, a été nommé à cette fin. Alors, si c'est déjà réglé, pourquoi est-ce qu'on l'a nommé? C'est quand même une question qu'on peut raisonnablement se poser. Si tout est décidé et que le 11 mai, on déconfine tout le monde… Oui, parce qu'il a été nommé récemment, Jean Castex, très récemment. Alors, donc ça veut dire que déjà, il a pris sa décision. Alors, si c'était aussi facile que ça, je comprends pas pourquoi on l'a nommé. C'est quoi la stratégie de déconfinement? Vous avez vu une stratégie de déconfinement hier soir? Non. On a dit le 11 mai, on balance tout le monde dehors et on attend de voir. Et d'autant que… Pourquoi est-ce qu'il y a un danger majeur pour la population? Rappelez-vous ce qu'il a dit par ailleurs, c'est qu'on a un taux d'immunité collective qui est très faible. Donc ça veut dire quoi concrètement si on traduit? Ça veut dire que peu de monde a chopé le virus, pour faire simple, peu de monde est immunisé et que donc ça veut dire que quand on va remettre les gens en circulation, il va y avoir une naturelle propension à attraper ce virus et de nouveau être contaminé et donc de nouveau à le propager. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Premier élément. Deuxième élément, ce que disent les miens est de bon sens. Il faut commencer par faire du dépistage massif des porteurs sains. Certainement pas, effectivement, des malades. L'Italie, que je connais bien, rappelez-vous qu'elle prévoit un retour dans les écoles
en septembre, le 1er septembre. Et encore, il y a qu'à lire le Messaggero où on vous dit que le ministre réfléchit même à l'hypothèse de repartir en septembre en téléécole, en télétravail, en école à distance, parce que en fonction de là où en sera l'épidémie. Donc les Italiens, eux, manifestement, on est bien meilleur que tout le monde, semble-t-il. Parce que nous, on a une stratégie de déconfinement à 1 mois, là, bam! Dans 1 mois, tout le monde dehors. Il y a 1 mois, c'était tout le monde dedans. Maintenant, c'est 1 mois, tout le monde dehors. Les Italiens, eux, qui ont commencé juste quelques semaines avant nous, réfléchissent à une reprise possible de l'école au 1er septembre. Se déconfinent possiblement au 6 mai, mais nous, on sait tout mieux que tout le monde dans ce pays. Eh ben, il faudra en répondre. Vous vous rendez compte qu'il y a 28 plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement. Je crois que c'est un record historique. 28 plaintes, tellement cette gestion, elle est mauvaise. Vous la retrouvez parmi toutes les catégories sociales de la population. Tout le monde, effectivement, s'inquiète. Et qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à tous ceux qui s'inquiètent et s'indignent? Parce que je vais vous dire, qui va morfler dans cette histoire? C'est pas moi, je vais pas morfler, je peux le faire, le télétravail. Mon confinement, il me va très bien, je peux le faire du télétravail. Ceux qui vont morfler, c'est toujours les mêmes, c'est les soignants, c'est les catégories sociales inférieures, c'est tous ceux qui sont obligés d'aller bosser physiquement. Et donc, on va créer une inégalité sociale encore plus exacerbée. Tout ça parce qu'on n'a pas de stratégie. Il nous manque depuis le départ une stratégie de gestion de l'épidémie. On n'a rien. Et aujourd'hui, on vous explique que, eh bien, on va mettre tout le monde dehors. C'est ça la stratégie. Excusez-moi, mais c'est de la folie furieuse. Ce gouvernement a perdu pied avec le réel. Il est déconnecté de la réalité. On montre bien là quelque chose de fondamental. C'est que ces gens font des spéculations. Ces gens font des schémas. Monsieur Véran est un spécialiste de dessin. Il fait des schémas partout sur les plateaux télé. Mais on voit bien qu'ils font des schémas. Mais ces gens sont hors sol. Ils sont déconnectés du réel. On peut pas d'un côté fermer les écoles en premier en expliquant que, et j'ai encore les déclarations, que les enfants sont des vecteurs de contamination et dire le 6 mai, le 11 mai, on va les renvoyer tous à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maître Emmanuel Macron a justifié ça en disant qu'il fallait gommer les inégalités scolaires, effectivement. Voilà comment il a justifié ça hier soir pendant sa déclaration. Bah, il a raison, il vaut mieux. Parce que vous pensez franchement que les inégalités scolaires vont être gommées? Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ceux qui, effectivement, dont je fais partie, mes gamins ne retourneront pas à l'école. Hein. Mes gamins, ça fait depuis le mois de février, depuis que ça a flambé en Italie, qu'ils y vont plus à l'école. D'ailleurs, vous avez pris des précautions. Ah bah alors, ouais. Moi, c'était très clair. D'ailleurs, je vous fais observer que j'ai fait le choix de retirer mes enfants de l'école et que quelques jours plus tard, le ministre a dit que oui, c'est vrai que les enfants qui revenaient de Lombardie, peut-être qu'on pourrait imaginer voilà. Bon. Donc, et mes gamins ne retourneront pas à l'école, c'est très clair. Et allez voir sur Twitter, allez voir la tendance sur Twitter. Vous allez voir qu'effectivement, les enseignants s'indignent, sont indignés. Et qui va effectivement mettre ses enfants à l'école? Ceux qui n'ont pas le choix. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, on va créer une inégalité dans l'inégalité. Encore plus, ce gouvernement n'a pris aucun moyen, si vous voulez, pour gérer cette épidémie. Ce qui se passe, c'est la double peine. D'un côté, on a une incurie totale depuis le départ, une inconscience depuis le départ. Et aujourd'hui, on se rend compte que comme on n'a rien préparé, bah, c'est le bordel. Et comment on gère un bordel? En créant un bordel supplémentaire. Je suis désolé, c'est de l'inconscience caractérisée. Vous voulez déconfiner? Bien sûr. Mais d'abord, commencez par faire un déconfinement progressif. Et ensuite, effectivement, commencez par déconfiner des gens que vous avez commencé par tester, les porteurs sains. C'est totalement aberrant. J'ajoute un dernier élément qui vous montre que ces gens sont hors sol. Regardez la problématique des restaurants. On vous dit, ah ben non, les restaurants, vous comprenez, il faut qu'ils restent fermés. Alors, expliquez-moi, la cantine à l'école, il y aura une cantine ou il n'y aura pas de cantine? Parce que la cantine, c'est le restaurant scolaire. Donc, les gamins, ils iront à la cantine ou pas? Ils vont s'échanger en maternelle, en primaire, les assiettes, non, mais les gestes barrières, c'est important. Sauf qu'il y a quand même 2 mois, on vous expliquait qu'il fallait fermer les écoles des clusters parce que les gamins n'étaient pas capables de respecter les gestes barrières. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais savoir quelque chose. Une première année de BTS, ça va au lycée ou ça va pas au lycée? Parce que le terminal, il y va. Mais si j'ai bien compris hier soir, les études supérieures sont pas concernées. Un BTS, un DUT, c'est études supérieures. Donc, ça veut dire qu'à 18 ans, 17 ans, je suis en terminale, je dois aller au lycée, mais à 18, je suis en première année, j'y vais plus. Ah bon, parce que donc à 18, je représente un danger pour la population, mais à 17, non. On voit bien que c'est complètement hors sol. C'est de la com, ça n'est que de la com. Depuis le début, je répète que ce gouvernement fait dans la communication et au demeurant mauvaise et qu'il ferait bien 2 minutes de se taire
et d'agir. Et on a nommé Jean Castex, qui est quelqu'un de particulièrement compétent par ailleurs pour des travaux qui sont loin d'être évidents. S'il a été appelé Jean Castex, c'est parce que c'est pas aussi facile qu'il y paraît. C'est un homme pour qui j'ai un profond respect au regard de son parcours et qui a une réelle compétence. Laissons-le travailler. Il est à peine arrivé que déjà on lui coupe l'herbe sous le pied. Si monsieur Macron, général en chef des armées, c'est tout mieux que tout le monde, bah alors il a qu'à se débarrasser des conseils scientifiques, ça nous fera des impôts en moins, il a qu'à se débarrasser de tout le monde et prendre les décisions lui-même. Sauf que ça va pas, parce que ces décisions, il en répond pas pénalement. Et donc aujourd'hui, on a un ministre de la Santé, il dit plus rien, il est où le ministre, on sait pas. Le ministre des Affaires étrangères dit quelque chose, on a un Premier ministre, on ne sait pas où il est non plus. C'est le président de la République qui a fait le choix de prendre le relais. Mais pour raconter quoi? Pour raconter comme ça, boum, que le 11 mai, on va déconfiner n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les masques, on vous explique que, attendez, on est capable de vous expliquer qu'il y a un retard dans la livraison des masques. Non, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque. Il faut qu'on arrête 5 minutes, il n'y a pas de masque. Et pourquoi l'État ne veut pas nous justifier des bons de commande? Des journalistes ont demandé au directeur général de la santé de justifier des bons de commande au nom de la transparence. Et le fait est que c'est un droit à obtenir communication. Le directeur général de la santé s'est emmêlé les pinceaux et a parlé des stocks de l'État. Il n'a pas parlé des commandes. Il a refusé de justifier les commandes. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous en justifiez pas? Vous avez vu l'enquête de Mediapart sur le mensonge d'État. On est sur un mensonge d'État depuis le départ. J'étais le seul à le dire. J'étais le seul à les qualifier de menteurs. Voilà que maintenant, effectivement, on a la preuve formelle. Mediapart le dit de manière, et voilà, Mediapart le dit de manière parfaite. On est sur un mensonge d'État. Et c'est pas hier soir que le mensonge a pris fin. Bien, et je vais vous dire ce qui va se passer. Rien. On ne déconfinera pas le 11 mai. Mais vous pensez qu'on ne déconfinera pas le 11 mai, concrètement? Bien sûr que non, mais bien Christophe sûr. Castaner a parlé d'objectifs, donc effectivement, il y a une valeur hypothétique dans l'objectif. Mais bien sûr. On a que, de toute façon, dans ce gouvernement, on n'a que des objectifs. On est ça le problème. On a des objectifs. Alors, on se fixe des objectifs, ou alors on vous dit, regardez, on n'a pas arrêté, on vous balance des dates comme ça, mais comme ça, parce qu'il faut bien balancer. On a dit de 15 jours en 15 jours, c'est ridicule. Et vous avez vu, paf, un mois. Pourquoi le 11 mai, d'ailleurs? Tiens, on pourrait, pourquoi? Pourquoi pas le 15 mai? Pourquoi le 11 mai? Après le pont du 8 mai, c'est ça, pour récupérer du pont du 8 mai? Non, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Et bien évidemment, vous avez vu d'ailleurs qu'il a ouvert un parapluie en disant, oui, mais bon, vous savez, il y a une réserve scientifique, machin. Autre chose quand même, dernier point sur quand même la déclaration d'hier soir. Il vous a dit que toute la population allait être équipée en masques parce que la France produisait des masques. Alors attention, le ministre de la Santé a précisé les choses. Ce sont des masques en tissu lavables. Sauf que nous allons avoir un problème. C'est que les masques en tissu, reprenez les études scientifiques sur la grippe, ne protègent pas. C'est un pis-aller, les masques en tissu. Mais on sait que les masques en tissu, c'est mieux que rien. Mais clairement, sur ce terrain-là, on a des études absolument constantes qui montrent qu'on ne peut pas protéger suffisamment d'un virus air contact avec des masques en tissu. Donc, il faudra à un moment donné qu'on vienne m'expliquer comment est-ce que je peux fournir des masques à une population. Apparemment, on les a commandés, les masques. Maintenant, on vous dit que non, c'est pas ceux-là, c'est ceux qu'on va fabriquer. Ah, donc on n'a pas commandé les masques alors. Donc, tout le monde a des masques FFP1 qui sont des masques chirurgicaux et nous, on aura des masques en tissu. À quel moment ce pays est devenu un pays du tiers-monde? Vous avez vu le Maroc? Le Maroc est capable non seulement de produire, mais d'exporter ces masques. Nous, on n'est même pas capable aujourd'hui de les commander. Alors, deux dernières questions, maître, et après on vous laisse. On vous remercie en tout cas d'accepter de répondre à notre entretien. N'hésitez pas à liker, à partager ce live. Vous êtes près de 5000 déjà entre Facebook et YouTube. Merci d'être là et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Maître, une première question sur les EHPAD. Comment jugez-vous aujourd'hui la situation sanitaire dans les EHPAD? Est-ce que le gouvernement aurait dû prévoir de mettre à l'abri tous nos aînés qui sont en train d'être très sérieusement touchés par ce coronavirus? Les EHPAD, vous êtes dans la catastrophe humaine la plus importante de l'histoire. Un mépris pour les générations, effectivement, qui nous ont précédés, qui est indigne d'un État moderne, d'un État de droit. C'est indigne, premier élément. Deuxième élément, je saisis, moi, le Conseil d'État aujourd'hui
d'une demande en référé liberté pour que des familles soient autorisées à aller voir leurs aînés. Parce que le comité national d'éthique, d'un côté, de l'autre, les médecins disent là, ça ne va pas aller, là. Là, on va les perdre en route, les personnes âgées. Elles sont coupées de tout lien social. Ça n'existe plus. Or, on sait que le lien social, c'est qu'il les fait tenir en vie. Que si elles ne meurent pas du virus, elles mourront de solitude. Mais pourquoi est-ce qu'elles meurent de solitude? Pourquoi est-ce que ces mesures de confinement strictes ont été décidées? Mais parce qu'on n'a pas de tests et parce qu'on n'a pas de moyens de protection. Et donc, encore une fois, mais je suis rassuré, Emmanuel Macron, hier soir, a dit que quand votre père, votre grand-père, votre grand-mère est à l'agonie, est en train de mourir, vous pourrez quand même aller la voir. C'est trop gentil pour pas qu'elle meure seule. Moi, je suis favorable à ce que potentiellement, on évite déjà de faire en sorte qu'elle puisse mourir. Premier élément. Deuxième élément, on est sur un scandale d'État parce que tout simplement, on empêche les familles de venir voir les résidents, mais à côté de ça, le personnel, lui, comme il est en nombre largement inférieur, vient d'un peu partout à l'extérieur. On a des EHPAD. Moi, j'ai des EHPAD dans lesquels le personnel vient de l'extérieur. Alors, comment j'explique qu'un personnel non testé qui vient de l'extérieur puisse entrer en EHPAD sans que ça pose un risque de contamination et que moi, avec les protections nécessaires et tout un tas de garanties supplémentaires, je ne puisse pas effectivement visiter mes aînés. C'est un scandale sans nom. On est en train de sacrifier une génération. Aujourd'hui, j'écoutais l'autre fois sur Twitter, sur BFM, pardon, qui a été relayé sur Twitter, un maire adjoint de Paris qui expliquait que le SAMU n'a plus la possibilité d'aller en EHPAD et que donc les gens meurent en EHPAD. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on sache la vérité, c'est que ce qu'on appelle les cas non réanimatoires, c'est principalement les personnes âgées et c'est pas un grief fait aux réanimateurs. Mais donc, aujourd'hui, on n'offre plus rien à cette génération. On a décidé, d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on les comptabilisait même pas dans les morts il y a quelques semaines encore. On a décidé de sacrifier toute une génération qui ne compte pour rien. Rappelez-vous ce qu'a dit le président de la République. Il a dit il y a quelques années, il y a quelques temps, dans les gares, on y rencontre ceux qui ne sont rien. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, on a effectivement une manifestation tangible de ce que représentent les personnes âgées pour notre gouvernement et pour notre bien-aimé président. Ils ne sont rien. Ces gens ne sont rien parce qu'ils ne sont pas productifs, parce que ce sont des gens qui ne sont pas des actifs et qui n'apportent pas de richesse à la société. Et donc, comme ils n'apportent plus de richesse, eh bien, à ce moment-là, eux, on peut les sacrifier. C'est ça la vérité. Et c'est indigne. Et pour ça, effectivement, il faudra qu'il en réponde pénalement, autant que pour le reste, sinon, voire plus. C'est, je le redis, mais indigne. Et c'est d'une tristesse, d'une désolation. Mais vous imaginez pas, elle est extrême. Quand on n'est pas capable de respecter nos aînés, toute une frange de la population qui a servi, qui est à l'origine de tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est qu'on est passé de l'autre côté du miroir, quoi. On a basculé de l'autre côté. Alors, une dernière question, maître, concernant, qu'est-ce que vous attendez des plaintes en cours, hein, comment ça peut se passer? Parce que nos téléspectateurs nous posent la question, bien entendu, qu'est-ce que les gens peuvent attendre, ces plaintes-là? Comment ça se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces plaintes? Alors, d'abord, pour la Cour de justice de la République, il y a deux choses. La Cour de justice nous avons saisi la Cour de justice de la République et le parquet de Paris. La Cour de justice de la République contre les ministres et le parquet de Paris contre l'administration. La Cour de justice de la République va nommer, enfin, pas va nommer, il y a une commission des requêtes qui se réunit après le confinement, qui se réunit après le confinement et qui va être chargée d'examiner si la plainte va plus loin. J'ai assez peu de doutes sur la question, en fait. Ensuite, il y a une instruction qui va être mise en place et on devra déterminer, au terme de cette instruction, si les ministres sont, oui ou non, comme dans l'affaire des fleurs contaminées, renvoyés devant la Cour de justice de la République. Premier élément. Pour la plainte contre l'administration, c'est un peu plus facile parce que si le parquet ne suit pas ou tarde à suivre, on a un délai de 3 mois pour qu'il se prononce. Dans les 3 mois, je peux saisir un juge d'instruction et l'obliger à enquêter, en fait, ce que je ne me priverai pas de faire. Mais la deuxième chose que j'attends de ces plaintes, évidemment que j'attends de ces plaintes, la vérité. Une vérité, il y en a 28 qui ont été déposées, nous on n'en a déposé qu'une, mais parce que voilà, c'est cette plainte pour les soignants, clairement, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fondées, absolument pas, surtout pas. Mais nous, on a déposé plainte pour les soignants. Ce que moi, j'en attends à titre personnel, c'est que la vérité soit faite sur justement toutes ces questions de qui savait quoi et qui a fait quoi. On est dans du droit pénal quand même, premier élément. Et deuxième élément, ces plaintes, elles vont être l'occasion aussi de mettre l'État face à ses responsabilités, mais l'État,
pas seulement l'État au terme de majorité présidentielle. L'État, c'est pas que la majorité. Rappelez-vous que la démocratie, c'est le droit pour la majorité de gouverner, pour la minorité de s'opposer. J'attends de voir ce que la minorité va faire. C'est-à-dire, j'attends de voir ce que les Républicains vont faire, ce que la France insoumise va faire, tout ce que ces grandes gueules qui effectivement viennent dans les médias vous expliquer, encore que les Républicains viennent pas tellement dire que c'est un scandale. Hein. Je veux dire, on les a, voilà, l'opposition, Républicains et opposition, c'est pas tout à fait clair. Mais on entend effectivement l'opposition brailler. Maintenant, concrètement, on va voir ce qu'ils vont faire. Concrètement, on va voir s'ils sont capables d'exercer leurs droits et de mettre ce gouvernement face à ses responsabilités dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, pied à pied, sans concession et sans petits arrangements entre amis. On va voir comment est-ce qu'il y aura une crise politique à l'issue de la crise sanitaire, ou est-ce qu'effectivement il faut qu'il y ait une crise politique salutaire et que ce gouvernement réponde de ses actes devant le Parlement. Il faut que ce gouvernement soit mis en difficulté par l'opposition. Il faut que l'opposition se saisisse à bras-le-corps du problème et qu'elle vienne demander à avoir accès à tous les documents et qu'on arrête les petits arrangements entre amis, je l'ai dit. On n'est pas là entre copains. On n'est pas en train de faire effectivement des petits arrangements électoraux. On a joué avec la vie de millions de personnes. C'est le plus grand scandale sanitaire que la France ait connu depuis son histoire, pendant toute son histoire contemporaine. Et maintenant, on va voir si le peuple, on va voir si effectivement, concrètement, la nation peut avoir confiance dans ses élus et ceux de tous bords. C'est une étape fondamentale dans la vie politique et la vie de la démocratie. Et aujourd'hui, ceux qui se risqueraient à ne pas tacler le gouvernement au nom de quelques petits arrangements électoraux auront à en répondre également sur le plan électoral en 2022. Et il ne faudra pas qu'ils se plaignent. Merci beaucoup, Maître Fabrice Di Vecchio. Merci beaucoup pour cette intervention, nous avoir accordé pour Putsch cette intervention. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Et puis on imagine que vous avez beaucoup de travail. On se reparle très très vite. Merci beaucoup, Maître. Bonne journée à vous. Merci.